Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaité consacrer ce matin à l'ordination temporaire des moines dans le Theravada. Car si le monachisme est introduit dès les débuts de l'histoire du bouddhisme, les vœux perpétuels n'existent pas, en respect du principe de non-permanence et de la liberté individuelle de choix. Il est donc possible de quitter la communauté monastique et d'y revenir à tout moment, certains effectuant cet aller-retour plusieurs fois. La coutume de l'ordination temporaire qui correspond à cette prise de vœux est surtout connue et pratiquée dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors depuis quand existent ces vœux temporaires? En quoi consistent-ils plus précisément? Qu'apportent-ils à ceux qui les prennent? De quelle manière se déroulent les cérémonies de ces prises de vœux? Je vous propose d'accueillir, pour en parler avec nous, notre invité Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut des études bouddhiques, c'est bien cela? Anciennement Université bouddhique européenne. Oui. Vous pratiquez vous-même le bouddhisme dans la lignée Theravada et je précise que vos travaux portent essentiellement sur l'histoire du bouddhisme ancien. Notamment, oui. Alors pour commencer cette émission, Dominique Trottignon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces vœux temporaires? À quoi correspond cette expression? Alors, comme vous l'avez expliqué dans votre lancement, effectivement, une des fondements de la doctrine bouddhique, c'est l'idée de l'impermanence, de la non-durabilité des phénomènes et surtout ceux de l'esprit. Or, quand on prend des préceptes, quand on s'engage à faire quelque chose, on peut avoir des variations de motivation. Et puis on peut s'endormir un soir en ayant une idée et puis se réveiller le lendemain en ayant une autre. Donc il y a toujours eu ce souci très pragmatique de la part du bouddhisme et du Bouddha lui-même de penser qu'un engagement devait être pris pour une période déterminée, la plus longue possible, si possible même à vie, mais on ne devait avoir dans la tête de s'engager que vraiment pour une période où on était sûr de pouvoir tenir cet engagement. Parce qu'en plus de ça, les préceptes, c'est pas obéir à un ordre, c'est vraiment annoncer que l'on va s'exercer à un entraînement spirituel dont on est le premier bénéficiaire. Et du point de vue du karma, comme c'est lié à une motivation, c'est lié à une intention, et donc ça va être extrêmement puissant pour les conséquences karmiques. Donc il ne s'agit pas non plus de se mettre en défaut, si je puis dire, entre l'annonce publique et la réalité de ce qu'on a dans l'esprit, parce que même si le public ne s'en rend pas compte, si l'entourage ne s'en rend pas compte, le karma, lui, va tenir compte de son intention réelle. Donc c'est tout un ensemble d'aspects comme ça qui sont pris en compte pour dire ne vous engagez qu'à ce que vous êtes sûr de pouvoir tenir. Donc ne prenez que un précepte, ou 5 préceptes, ou 8, ou 10, ou 227, selon votre motivation, et quitte à ne le faire que pour une période donnée. Mais est-ce qu'on peut établir quand même des fréquences ou pas de ces prises de vœux? Alors très généralement, pour un maître de maison, les vœux sont repris tous les jours. Oui. C'est au matin, puisqu'on parle d'une rupture de conscience pendant le sommeil, donc on se remotive d'une certaine manière le matin. Pour les moines, les bhikkhus, généralement, il y a une cérémonie formelle qui a lieu toutes les quinzaines lunaires, à la pleine lune et à la nouvelle lune, où il y a une sorte de réaffirmation collective de l'engagement. Mais là aussi, les moines sont invités, en fait, tous les matins, à se remotiver et à se réengager face à face avec eux-mêmes. Alors vous venez de l'évoquer, il y a différentes formes de prise de vœux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail à quoi elles correspondent? Alors, dans le cadre du Sangha des bhikkhus, la communauté de ce qu'on appelle les moines, en fait, il y a 2 types d'ordination et de vœux particuliers, soit ceux qu'on appelle le noviciat, soit l'ordination plénière. Alors, à quoi ça correspond? Alors, le noviciat, c'est une période intermédiaire avant de prendre les vœux complets. On appelle ça, c'est une cérémonie qu'on appelle pabadja, qui veut dire la rupture des liens. Donc c'est le moment où l'on quitte la société, où l'on quitte la famille pour rentrer dans l'ordre monastique. Et généralement, donc, c'est une dizaine de préceptes seulement qui est pris. Après quoi, selon l'âge qu'on a, on peut devenir un moine plein et entier. Et dans ce cas-là, la cérémonie s'appelle d'ailleurs prendre les préceptes au complet, ou pas sampada. Donc là, c'est 227 préceptes dans la tradition du Theravada. Donc ce sont 2 cérémonies qui sont à peu près les mêmes du point de vue formel. C'est le nombre des préceptes, en fait, qui change. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des aires géographiques qui sont plus ou moins concernées par ces prises de vœux? Alors, pour cette prise de vœux temporaire, un petit peu, disons, institutionnalisée, on va dire, c'est surtout en Asie du Sud-Est continentale. Donc le pays de Theravada, c'est répandu dans toute l'Asie du Sud, à Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande, Cambodge et Laos. Mais cette tradition vraiment culturelle de s'engager dans une ordination temporaire est surtout en Birmanie et en Thaïlande, et donc dans les pays satellites de la Thaïlande que sont le Cambodge et le Laos, on le trouve quasiment pas à Ceylan, en fait.
Alors on imagine que les cérémonies qui correspondent à ces prises de vœux sont très importantes, à tous les niveaux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Dominique Trontignan? Alors ça a effectivement une grande importance sociale et culturelle parce que c'est devenu non seulement un rite bouddhique, mais en même temps c'est une bouddhisation d'un rite de passage qui concerne soit les jeunes garçons, soit les jeunes gens, les jeunes hommes. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler des jeunes garçons? C'est très intéressant. Alors ça c'est très particulier à la Birmanie. Oui. C'est surtout en Birmanie que ça a lieu et ça donne lieu vraiment à des cérémonies qui sont très hautes en couleurs parce que du point de vue symbolique, comme la cérémonie s'appelle la sortie, la rupture des liens, elle fait allusion en fait à un épisode de la vie du Bouddha, celui où il quitte le palais paternel pour s'engager dans la voie ascétique, dans la voie spirituelle. Et donc le jeune garçon, ou les jeunes garçons, parce que ça concerne en fait toute une classe d'âge, du même quartier, du même village, de la même famille, et il va y avoir toute une procession où les enfants, entre 8 et 10 ans, vont être habillés en prince, comme le prince Siddhartha, le futur Bouddha. Ils vont être amenés à cheval, généralement, ou parfois sur le dos de leur père, ou en voiture maintenant, mais très fréquemment à la campagne, en tout cas c'est sur un cheval, pour reproduire vraiment l'épisode du départ du Bouddha. Mais il y a une grosse différence, c'est que le Bouddha, quand il a fait cela, il était seul et il l'a fait en silence. On dit même que les dieux sont venus pour soutenir les chevaux de façon à ce que leurs sabots ne fassent pas de bruit. Alors que là, c'est une cérémonie au contraire qui est très bruyante, qui est très communautaire, très conviviale. Et autant c'était en catimini, si je puis dire, pour le Bouddha, autant là, il s'agit vraiment d'un rite social pour ces jeunes garçons. Et alors pour les jeunes gens un peu plus âgés, comment ça se passe? Pour les jeunes gens, on peut le trouver aussi en Birmanie et on le trouve assez systématiquement en Thaïlande. On peut aussi considérer que c'est un rite de passage dans le sens où c'est l'entrée dans l'âge adulte. En Birmanie, c'est l'entrée dans l'âge de raison. Là, c'est l'entrée dans l'âge adulte. Donc généralement, c'est un temps de vie monastique qui s'effectue à la vingtaine, disons, soit avant de se marier, soit avant de rentrer sur le marché du travail. Et c'est un moyen pour le jeune homme de montrer qu'il est capable temporairement de quitter le monde pour mieux y revenir. Et dans les deux cas, que ce soit pour le jeune garçon ou pour le jeune adulte, ça a une dimension de mise à l'épreuve à la fois spirituelle et sociale. Alors on va revenir sur l'aspect spirituel un peu plus tard, mais en ce qui concerne la cérémonie en elle-même, comment ça se passe concrètement? Je crois qu'on leur pose des questions. Alors, la cérémonie religieuse en elle-même, elle est assez simple. Traditionnellement, c'est la même pour tout, que ce soit pour un novice ou pour un moine pleinement ordonné. Donc on va commencer d'abord par tondre les cheveux et les sourcils, ça c'est une obligation. Ensuite, celui qui souhaite rentrer dans la communauté va quitter ses vêtements de laïc pour revêtir les vêtements de moine. Et puis ensuite, on lui pose une série de questions, alors qui est plus longue quand on veut être moine que quand on veut être novice, qui généralement, en fait, on s'assure que la personne est apte à rentrer dans la communauté. Donc, qu'elle ne risque pas de la mettre en danger si elle est porteuse d'une maladie contagieuse, par exemple. On s'assure aussi qu'elle est libre, c'est-à-dire qu'elle a l'autorisation de ses parents si elle est mineure, ou qu'elle ne soit pas engagée, par exemple en étant fonctionnaire, ou en étant militaire, auprès de l'État ou auprès d'un employeur. Et enfin, on lui demande son nom et le nom de son précepteur. Parce que pour rentrer dans la communauté, il faut absolument avoir un précepteur qui parraine en quelque sorte votre entrée dans la communauté. Alors revenons maintenant à cet aspect plus religieux, car il est très très fort, symboliquement parlant. À quoi est-ce que ça correspond? Au mérite, je crois? Alors, au départ, ce qu'il faut considérer, c'est que c'est une occasion unique pour tous les hommes d'Asie du Sud-Est, parce que ça concerne vraiment tous les hommes, de faire un temps de pratique importante dans la durée, mais surtout dans l'intensité, par rapport à ce qui est possible pour un maître de maison. Et effectivement, plus la pratique est intensive, si l'on peut dire, puis le mérite en est grand, l'aspect bienfaiteur, si je puis dire, en est grand. Et ce qui est intéressant aussi dans ce cadre-là, c'est qu'on considère que le mérite accumulé n'est pas seulement pour la personne qui entre dans les ordres, mais aussi pour sa famille, de plusieurs façons. Parce que d'un côté, il a la possibilité donc de servir d'exemple à sa famille sous la robe monastique. Il a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un transfert de mérite. Donc les propres mérites qu'il accumule en devenant moine, il y a une cérémonie qui lui permettra de les transférer à ses parents.
mais il y a aussi cette possibilité pour les parents d'avoir une occasion de pratiquer eux-mêmes des activités méritoires. Donc c'est un ensemble assez complexe et complet dans la chose. Notamment pour la mère, car ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, cette pratique, ces vœux temporaires, n'était pas destinée aux femmes quand même. Hein. Alors, depuis le XIe siècle, il n'y a plus d'ordination féminine dans le bouddhisme du Theravada, donc il y a un désavantage pour les femmes, qui n'ont pas cette possibilité d'entrer dans une pratique aussi approfondie. Et aussi bien pour le jeune garçon que pour le jeune homme, on considère souvent que cette période d'ordination temporaire est une façon, selon l'expression, de payer le lait. Oui. C'est-à-dire de rembourser la mère pour le don qu'elle a fait de son lait. Et donc là, on transfère les mérites. Et elle a aussi la possibilité de recevoir, d'accumuler des mérites, si je puis dire, non seulement par le transfert, mais le fait même de donner son fils au Sangha. Et ça, c'est extrêmement important dans les sociétés du sud-est asiatique, qui sont encore très traditionnelles et très rurales, où le fils est souvent la personne qui va prendre en charge ses parents quand ils seront âgés. Or là, bon, c'est une prise de vœu temporaire, mais si le garçon a la vocation, il peut rester. Oui, bien sûr. Et donc, pour les parents, c'est aussi un risque de perdre le soutien matériel et financier qu'ils avaient pour leur vieux jour. Donc, il y a là aussi une valorisation de l'acte de don de la mère, de son propre fils, en le faisant rentrer dans les ordres. Alors, pour terminer cette émission, est-ce qu'on peut dire un mot sur l'aspect culturel de cette prise de vœu ? Notamment au niveau éducatif. Oui, c'est extrêmement important pour les sociétés du sud-est asiatique parce que les monastères ont été, comme dans le Moyen-Âge chrétien en Europe, les lieux d'éducation. Et c'est vrai que, par exemple, les premiers voyageurs à la Renaissance au XVIIe siècle ont été surpris du degré élevé d'alphabétisation dans ces pays-là. Parce que finalement, tous les jeunes hommes passaient un temps dans les monastères où on leur apprenait à lire, à écrire et à compter. C'est un peu l'école des pauvres, entre guillemets. Alors, avant la mise en place du système éducatif national, c'était la seule école qui existait. Aujourd'hui, effectivement, ça joue un peu le rôle d'école des pauvres. Mais plus bouddhistement, si j'ose dire, moins culturellement, c'est aussi le moyen de créer un lien extrêmement fort entre les maîtres de maison et les moines, puisque finalement, dans toutes les familles, tous les hommes ont été moines. Oui. Ne serait-ce que pour une durée de 3 mois, puisque la plupart du temps, cette ordination dure le temps de la retraite de saison des pluies. Mais justement, on peut se demander après quelle place ils occupent dans la société. Ce n'est pas trop compliqué de se réinsérer professionnellement, par exemple? Comme c'est absolument dans la culture de ces sociétés-là et que c'est considéré comme une épreuve, c'est une façon aussi de prouver qu'on a un bon karma. Ouais. Parce que si on vit bien cette épreuve, ça prouve qu'on a les conditions, on a réuni toutes les conditions favorables pour les vivre, et donc au contraire c'est très valorisant. Pour être très trivial, je pourrais dire que sur un CV, mettre qu'on a fait 3 ans de vie monastique, au contraire, c'est extrêmement valorisant et ça facilite pour trouver un emploi. Oui, puis on imagine que cela a permis de développer des vertus. Bien évidemment, alors, on peut dire de façon très anecdotique que les parents envoient souvent leurs enfants aussi en se disant nous on n'arrive pas à les élever à la maison parce qu'ils sont trop turbulents, les moines vont les serrer un peu parce que les règles sont quand même assez strictes dans un monastère, donc ça aide de ce point de vue-là, mais bien évidemment, ces jeunes vont étudier les textes bouddhiques et ils vont pratiquer la méditation. Donc ils ont l'aspect disciplinaire, ils ont l'aspect étude et ils ont l'aspect pratique de la méditation. Donc ils ont une formation tout à fait complète. Très bien. Merci pour vos éclaircissements, Dominique Tortillon. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Laos, vie au monastère, d'Ilse et Birgit Shrama, aux éditions Lisanne, un ouvrage très richement illustré sur un lycée bouddhiste des environs de Vientiane, normalement fermé au public. Les 2 auteurs ont cependant été autorisés à suivre et photographier moines, nonnes et novices dans l'accomplissement de leurs tâches et activités quotidiennes au sein de la communauté. Le moine bouddhiste selon les textes du Theravada de Mohan Vijayaratna, aux éditions du Cerf, et préfacé par André Barou. Vous y retrouverez les grands moments de la vie du moine, ses rites et ses coutumes, mais aussi les circonstances et les évolutions qui ont cristallisé la tradition. Et enfin, Initiation à la méditation profonde en pleine conscience du vénérable Enepola Gunaratana, publié chez Marabout. De manière très accessible, l'auteur, moine bouddhiste depuis l'âge de 12 ans, nous donne les outils pour accéder aux puissants états de concentration, pour une plus grande joie et une plus grande paix intérieure. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dimanche prochain.